Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine en compagnie d'Alain Chalvron. Bonsoir Alain, grand reporter, ancien correspondant France Télévisions aux États-Unis et en Asie. Britta Sandberg, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, journaliste et directrice du bureau du Spiegel à Paris. Également avec nous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Et puis par Skype également, Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bienvenue donc à tous les quatre. Et on va démarrer par cette accélération de la campagne présidentielle française. La liste des candidats est quasiment complète, donc une quinzaine. Bien sûr, le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, avait organisé son premier meeting à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, pour lancer son parti, le parti Reconquête. Du côté de la droite républicaine, Valérie Pécresse a été désignée candidate officielle du parti Les Républicains. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, avait également organisé son premier meeting de campagne dimanche à la Défense. Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, a proposé une primaire de la gauche cette semaine. L'écologiste Yannick Jadot a dit non, ainsi que le communiste Fabien Roussel. Bref, tous sont sur la ligne de départ, à l'exception du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui attend probablement l'année prochaine pour se déclarer. Par ailleurs, la campagne est, vous le savez, rattrapée par les contraintes sanitaires liées à la nouvelle vague de Covid-19. Hier soir, en tout cas, Éric Zemmour a participé à l'émission politique de France Télévisions face à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances français. On l'écoute. Depuis le prélèvement à la source, la décision du Conseil constitutionnel ne sera plus la même. Et que donc on pourra faire une différence entre les gens et réduire une partie de la CSG pour les uns et pas pour les autres. Si je peux répondre, moi ça me paraît d'abord un pari très audacieux. Mais je pense que les Français qui ont besoin qu'on améliore leur pouvoir d'achat n'aiment pas trop que le président de la République fasse des paris, préfèrent avoir des décisions sûres et garanties. C'est une décision. Comme nous l'avons fait. En vérité, vous ne décidez plus rien sans vous demander si le Conseil constitutionnel va dire oui ou va dire non. Moi, dans ma conception de la démocratie, c'est le peuple qui décide et non pas le Conseil constitutionnel. Donc je prends des décisions et on verra ce que décidera le Conseil constitutionnel. C'est pas la même chose. Dans ma conception de la démocratie, M. Zemmour, le président de la République n'a pas tous les pleins pouvoirs. Il est soumis à un ordre juridique qui lui évite de faire n'importe quoi. Britta Sandberg, c'était un duel assez tendu entre Bruno Le Maire hier soir et Éric Zemmour. Vous étiez, vous, à Villepinte au moment de son premier grand meeting dimanche dernier. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi sa mue, justement, entre deux polémistes à candidats ? Bon, ça dépend certainement d'où on regarde. Pour moi, non, puisque pour un candidat, il faut un vrai projet présidentiel qui tient la route. Il faut aussi avoir une certaine dignité, certainement. Mais je crois que quand il n'a pas. Vu ce qu'il a dit sur scène, non. Moi, je croyais pas. Mais comment est-il perçu en Allemagne, d'ailleurs, Éric Zemmour ? Les Allemands commencent à le connaître, puisque c'est un personnage qu'ils ne connaissaient pas. Les Allemands sont effrayés quand je fais déjà 3, 4, 5 papiers sur le fait que l'extrême droite accumule en fait 30%, ou entre 30 et 35, selon les sondages, pour les présidentielles. Et ça fait peur aux Allemands, ça fait très peur aux Allemands. Et puis le fait qu'il y a eu ces violences et ces dérives lors du meeting. L'équipe de Quotidien qui a dû être exfiltrée d'ailleurs. Également, il y a une plainte qui a été déposée par SOS Racisme après des violences lors du meeting. Mais on sentait quelque chose. Moi, je suis rentrée dans la salle quand il y avait cet incident avec les journalistes du Quotidien. Et on sentait tout de suite quelque chose. J'ai fait plein de meetings aussi du Rassemblement national. Donc là aussi, il y a des rendez-vous qui sont plus agréables. Mais là, l'ambiance était depuis le départ différente. C'est-à-dire qu'on sentait quelque chose de fébrile dans la salle. Quelque chose qu'on avait l'impression... j'étais avec une de mes collègues, on se disait, tiens, on va aller un tout petit peu par là, parce qu'on a l'impression que ça peut à tout moment aussi exploser. Donc il y avait une drôle d'ambiance que j'ai jamais vécue à un meeting. Ça fait peur ? Oui, enfin, ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur et je me demande ce qui se passe en France pour que tant de monde... il y a quand même des choses tellement inouïes qui disent qu'on se demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui prennent des distances et pourquoi, justement, ce doigt d'honneur qu'il a montré a évoqué un tel étonnement et fureur et à inciter des questions. Est-ce qu'Éric Zemmour est présidentiable ?
Tandis qu'avant, on aurait pu se poser cette question 1000 fois aussi. Alain de Chalvon, il est devenu candidat véritablement. Éric Zemmour, en tout cas en participant à cette émission hier, émission politique sur France Télévisions, là, il était peut-être plus proche du candidat Zemmour que du polémiste. Oui, c'est sûr qu'il est vraiment candidat maintenant. Il parle plus seulement de l'immigration, mais même son programme économique, entre guillemets, est maintenant à l'ordre du jour. Donc il essaye de s'imposer comme un véritable candidat ayant une chance de pouvoir gouverner. Pour l'instant, il est plutôt quatrième dans les sondages. Oui, c'est pas mal quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord avec notre consoeur allemande. Je trouve ça consternant de voir que l'extrême droite fait 30%. Regardez l'Allemagne. Donc tout confondu, Marine Le Pen avec Éric Zemmour. Voilà. Regardez l'Allemagne. Elle n'a pas parlé de l'immigration. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Et du coup, d'ailleurs, l'extrême droite allemande est tombée... oui, parce qu'à une époque, elle inquiétait l'AfD, l'extrême droite allemande. Mais alors, pas cette fois. Non, là, elle était autour de 11%. Bon, on a toujours le problème que dans les Länder de l'ancienne Est, enfin, elle est plus présente, mais on n'est pas confronté à une situation comme en France. Et comme vous dites, mais pourquoi les Français vont-ils se ranger derrière, en tout cas 15%, je ne sais plus, 16% peut-être, derrière quelqu'un comme Zemmour, quoi, il était jusqu'à 19. Il était jusqu'à 19. Enfin, voilà. Là, il est plutôt on peut se poser la même question aux États-Unis pour Trump, d'ailleurs. Il y a encore 78% des Américains qui pensent qu'on lui a volé 78% de ses électeurs qui pensent qu'on lui a volé l'élection. Vous faites un parallèle, vous, entre Trump et Éric Zemmour? Oui, je fais un parallèle entre Trump et Éric Zemmour, et pas seulement entre ces deux-là, mais il y a un mouvement quand même, on en reparlera peut-être plus tard, dans le monde entier, comme ça, d'explosion de la rhétorique est la même aussi. Le système qui est là, et le système est contre nous. Ça, il a répété, enfin, il a chauffé la salle aussi, à Villepinte. Alors juste, je dirais quand même, il y a une toute petite bonne nouvelle dans cette campagne électorale, c'est le fait que Valérie Pécresse a gagné contre Ciotti, qui quand même était pas loin de Zemmour. D'ailleurs, il avait dit qu'il voterait plutôt Zemmour que Macron. Bon, elle a gagné, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un candidat, je dirais, normal. Voilà. C'est un candidat. On va l'écouter justement, Valérie Pécresse. Ensuite, je ferai réagir Ziad Limam. Vous êtes tous là, et là encore, vous faites mentir tous ceux qui pensent que la droite était à jeter à la poubelle et qu'elle n'existait plus. La droite, elle est de retour. La droite, elle est de retour et elle est belle et elle est unie. Ziad, très bonne dynamique, en tout cas pour Valérie Pécresse à l'issue de cette primaire. Juste, si vous m'autorisez... Oui, allez-y, je savais que vous alliez vouloir dire quelque chose sur Éric Zemmour. Sur Éric Zemmour, d'abord, je suis absolument fasciné par sa capacité à être en permanence au centre de cette campagne. Et c'est exactement la technique. Quelqu'un sur le plateau, je ne me rappelle plus si c'est Alain ou notre consoeur allemande, parlait de l'exemple Trump. Voilà, il est au centre de la campagne en permanence en disant exactement la même chose. Son discours n'a pas beaucoup évolué. Il fait semblant de parler d'économie auquel il ne comprend rien, où il balance des trucs surréalistes comme, je sais pas, l'exemption des droits notariés pour les jeunes de moins de 25. Enfin, c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Mais par contre, sur ce qui compte et sur ce qui mobilise cet électorat, l'identité, le grand remplacement, les musulmans, les frontières, la France d'avant, celle de Bébel et de je ne sais quoi, ça c'est bien là. Et c'est ça le socle, et c'est ça qui rassemble cette extrême droite. Et comme il le dit avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus, sans frein, il va au-delà du Rassemblement national qui essaye lui d'être un parti qui essaye d'être un parti de gouvernement. Donc ça fonctionne à plein tube, et ça recrute dans les milieux fachos. Il faut le dire, à Villepinte, il y avait des fachos, et c'est devenu normal en France. Et on accepte ça. C'est comme on a accepté aux États-Unis qu'un candidat qui s'appelait Trump pouvait insulter les Mexicains en les traitant de rapistes et de violeurs et de voleurs. Et tout ça, ça passe. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'il n'y a plus de barrières dans le discours politique. Et ça permet à M. Zemmour de faire semblant de parler d'économie tout en parlant de ce qui compte vraiment pour lui, qui sont les questions d'identité et le grand délire sur le grand remplacement. Bon, ça, c'était pour notre ami Éric Zemmour. Et Pécresse, alors, elle peut battre Macron, manifestement, dans les tout derniers sondages. Vous connaissez la phrase, je crois que c'est Gaspard Ganzer, le conseiller de com de François Hollande, qui a dit une phrase qui est restée dans les annales de la politique. Rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, on ne pensait pas qu'il y aurait un candidat de droite qui pouvait décoller dans les sondages aussi rapidement. Elle décolle, c'est une femme.
Ça veut dire qu'il y aura au moins deux femmes candidates dans cette élection avec Marine Le Pen et peut-être la candidate socialiste si elle survit à la semaine ou à l'année. Donc il y aura 3 femmes, peut-être. Donc ça joue, il y a une dynamique. Moi, je ne pense pas qu'elle est proche de LREM, contrairement à ce que les gens disent. Je ne pense pas qu'elle est proche de Macron sur le plan idéologique. Elle est nettement plus à droite. Il y a moins d'ambivalence dans le macronisme. Il y a beaucoup d'ambivalence entre le centre-gauche, le centre-droit, les sociaux-démocrates, la droite libérale bourgeoise, alors que là, on est vraiment dans une bonne droite classique française, un petit peu européiste parce qu'il faut bien, mais sur les thèmes, là aussi, on retrouve les thèmes sécurité, souveraineté, sauf qu'elle est plus pro-business. Voilà, ça passe mieux. Et le déficit public, elle, contre les déficits publics. Un mot sur la gauche, Alain de Chalvron. Bon, effectivement, Anne Hidalgo a proposé une primaire, ça n'a pas pris du tout. Non, c'est un peu navrant de voir que la gauche disparaît, en fait, en tout cas le Parti socialiste, quand même, qui est un des grands partis depuis maintenant 50 ans, qui a toujours été une alternative. Bon, alors c'était, à mon avis, Hidalgo était un mauvais choix dès le départ, c'est-à-dire elle est trop parisienne, elle est trop bobo, elle a fait de la guerre contre la voiture son socle. Or, en voiture, il y a la majorité des Français qui ont quand même besoin de leur voiture. Voilà. Et Mélenchon, alors, bon, lui, il est toujours en tête tout de même des candidats, avec à peu près 10%. Il a fait son premier grand meeting le week-end dernier. Oui. Ben, écoutez, on l'a revu un petit peu comme on l'avait vu il y a 5 ans, quand même. Il a retrouvé du poil de la bête. Alors qu'il était dans une dérive un peu folle, s'en prenant à tout le monde et n'étant plus très constructif. Là, j'ai trouvé son discours de dimanche dernier assez bon. En tout cas, pas de ralliement, Britta Sandberg. Pas de ralliement de gauche, pas de contrat au sein de cette gauche. Enfin, moi, quand je vois ce que je couvre pour Der Spiegel comme sujet, et ce que la rédaction me demande et ce que je propose, c'est Zemmour, un peu Marine Le Pen, maintenant Valérie Pécresse, puisque c'était... La gauche n'intéresse pas en Allemagne, la gauche française. Anne Hidalgo, à un moment donné, elle a intéressé les Allemands, puisque c'était une figure à la fois qui liait l'écologique et la gauche. Donc, comme les Allemands sont très sensibles à ça, comme elle a fait des choses à Paris qui intéressaient les Allemands, ça c'est... Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'une candidate qui tourne autour de 3-4%, elle n'intéresse pas beaucoup. Elle n'intéresse plus beaucoup. On va faire justement un point sur les Ziad en 2 minutes alors. En même 1 minute. Ce qui est impressionnant, c'est que la gauche traditionnelle social-démocrate est balayée de l'échiquier, mais même l'écologie a du mal à percer. On pensait qu'une campagne de Yannick Jadot serait nettement plus entendue. Il y a une demande écologique dans ce pays, elle passe pas, et ça passe très peu aussi. Donc encore, on peut comparer avec l'Allemagne. Parce qu'il y a eu Sandrine Rousseau aussi face à Yannick Jadot. Oui, alors il y a eu des divisions, mais regardez, en Allemagne, il y a eu quand même, ils ont pas gagné, mais ils ont fait quand même un score honorable. Ils sont arrivés 3e ou second. Corrigez-moi si je me trompe. Ils représentent. Deuxième, et puis bon, voilà. En plus, ils représentent une force de gouvernement. On va en reparler d'ailleurs. Ziad, justement, de cette coalition allemande. On va faire un tour tout de même du côté des dessinateurs sur cette campagne française. Laure. Oui, on a un premier dessin du dessinateur français Soulcier qu'on aime beaucoup, qui montre Pécresse chez le coiffeur justement pour préparer la fiche de campagne. On a la coiffeuse qui lui dit « on fait quoi pour la fiche ?» et puis Pécresse qui lui brandit dans la main un vieux poster de Thatcher qui dit « ça ». Donc c'est une façon de dire que Valérie Pécresse est un peu la Thatcher moderne française. Je dois vous dire qu'au niveau des dessins qu'on a pu voir passer cette semaine, le rapprochement entre les 2 personnages est assez fréquent. Et puis ensuite... Donc elle est plus Thatcher que Merkel, parce qu'elle elle dit 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Pour les dessinateurs, c'est plutôt l'inverse. La tendance est assez nette. On a ce deuxième dessin incroyable de Joep Bertrams, grand dessinateur des Pays-Bas. La République selon Zemmour, vu par Joep Bertrams. Donc, et notre Marianne, elle a du souci à se faire. C'est le saccage d'un enragé, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la folie dans son regard, si vous regardez bien. C'est terrible comme portrait. On espère que surtout il n'est pas prémonitoire. Et puis un troisième dessin qui m'a bien fait rire de La Serpe, dessinateur français, histoire de faire aussi un petit tour
sur ce qui se passe encore à gauche, et notamment dans les meetings d'Hidalgo, les meetings politiques machine à cluster, point d'interrogation. Et puis on voit ce chauffeur de salle qui dit « Vous pourriez vous regrouper devant la scène tous les 4 », parce qu'effectivement, dans le meeting, il n'y a que 4 personnes perdues dans le public. C'est aussi intéressant. On le disait déjà la semaine dernière, il faut peut-être quand même un petit peu regarder ce qui va se passer à gauche, puisque on va de surprise en surprise. Il peut encore se passer des choses à gauche, moi je dis. Et alors, on va justement aller direction l'Allemagne, puisque la campagne électorale française, on l'a vu, se focalise sur les questions de l'immigration, de l'identité. Eh bien, les Allemands, eux, mettent l'accent sur la transition écologique en Europe, notamment avec ce nouveau chancelier, donc Olaf Scholz. Il met fin aux 16 années d'Angela Merkel. Le chancelier social-démocrate est à la tête d'une coalition inédite qui associe donc les sociodémocrates, les libéraux et les verts. Olaf Scholz veut un nouveau départ pour l'Allemagne, dit-il. L'accord de coalition prévoit de sortir du charbon dès 2030, mais avec un retour à la rigueur budgétaire dès 2023. Alors Olaf Scholz était à Paris ce matin pour sa première visite à l'étranger. On l'écoute. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche, je me réjouis de tout le travail à faire ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Bon, là, c'était juste après, justement, son investiture, Britta Sanders. Alors, quel va être le couple franco-allemand? Alors, il paraît qu'on ne dit pas couple franco-allemand en Allemagne. On ne dit pas couple. On dit tandem, enfin bon. Tandem, amis, enfin bref. Deutsch-französische Freundschaft, couple, part. Bon, c'est pas loin de l'idée, la même idée quand même. L'idée n'est pas loin. Et quand on a vu Merkel et Macron, c'était quand même, ça remplissait toute définition d'un couple, je crois. Et là, il va faire oublier Angela Merkel pour vous, Olaf Scholz. C'est peut-être pas le but de la faire oublier, mais je crois qu'il y aura tout d'abord, ça c'est clair, une grande continuité à beaucoup de niveaux. Et il y aura une plus grande ambition par rapport à une Europe forte et une fédéraliste. Europe, il utilise ce terme aujourd'hui au sein de la coalition allemande. Il a toujours dit aussi pendant la campagne électorale qu'il regrette que l'Allemagne n'est pas allée un peu plus loin ou n'a pas plus vite réagi par rapport aux propositions de Macron et le discours de la Sorbonne. Donc, qui était justement assez fédéraliste aussi. Voilà. Donc, il n'est pas allé trop loin pour critiquer la chancelière. Ça, il l'a pas non plus fait pendant la campagne. Mais on pouvait bien comprendre qu'une fois, s'il était élu, il voulait aussi apporter la preuve qu'on peut faire plus et qu'on peut faire plus vite et qu'on peut faire mieux. Et je crois que tout d'abord, c'est vraiment une conviction. Avec, comment est-ce qu'il a dit aussi, une discipline budgétaire. Voilà. Donc ça, c'est parce que comme il était ministre des Finances, il tient à la discipline budgétaire et il dit que l'un n'exclut pas l'autre. Et il a, avec les Verts, des partenaires au sein de la coalition qui voient les choses de la même manière. C'est-à-dire que les Verts se sont toujours aussi prononcés pour une Europe plus indépendante, plus forte, et la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, va dans ce sens. Donc, la championne des Verts, faut le rappeler, c'est elle qui va prendre justement la diplomatie en Allemagne. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est finalement Emmanuel Macron qui aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il va rentrer en campagne quand même dans pas longtemps, est-ce que c'est finalement les Allemands qui seraient plus audacieux sur l'Europe, du coup, avec leur projet de coalition? On verra, oui. On peut espérer en tout cas. Hein. Alors il est tout de même un peu l'héritier aussi de Schröder, qui était plutôt un très bon partenaire pour la France aussi à l'époque, avec Jacques Chirac, qui était pro-européen. Enfin, voilà, donc lui, il est peut-être 2 tiers Merkel, mais 1 tiers Schröder. Donc, bon, ça... Vous êtes d'accord, Britta, oui? Je vous regarde. Je ne sais pas si je dirais ça. Je dirais même pas qu'il est 2 tiers Merkel. Enfin, moi, non. Pourtant, pas il a beaucoup utilisé Merkel pendant sa campagne. Oui, mais c'est des étiquettes que les hommes et femmes politiques se donnent aussi pour se surélever, pour donner des repères. Je ne sais pas si c'est vraiment, quand on parle, enfin, dans une campagne électorale, je comprends pourquoi ils le font.
Est-ce qu'il est 2 tiers Merkel? Oui, il est très réticent, il est plutôt pragmatique. Pragmatique, alors ça c'est le mot qui revient tout le temps quand on parle d'Olaf Scholz. Il réfléchit peut-être aussi plus longtemps, mais après il va imposer ses marques. En tout cas, vous auriez du mal en Allemagne de trouver un homme ou une femme politique anti-européen, à part l'AfD, à part l'extrême droite. Hein. Donc ça c'est vraiment le consensus. Alors il ne sera peut-être pas aussi ennuyeux que ce qu'on dit de lui, parce qu'on a beaucoup dit qu'il était très ennuyeux. Il peut être très drôle quand on le voit. Enfin, il était maire d'Hambourg et moi je viens d'Hambourg, donc il peut être drôle, même dans un petit cercle. Et en tant que maire d'Hambourg, il s'est déjà beaucoup intéressé aux affaires étrangères. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à l'international, aux relations internationales depuis longtemps. Je ne crois pas qu'il sera extrêmement drôle comme chancelier, hein, mais bon, est-ce qu'elle était drôle? Il sera sérieux et Mme Merkel sera peut-être pas non plus. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de voir ce qui se passe en Allemagne quand même, par rapport à l'hystérie dans laquelle nous sommes plongés, en France, dans laquelle a été plongés les États-Unis aussi. L'Angleterre est quand même dirigée par quelqu'un d'un peu spécial. On voit un pays qui est capable d'avoir fait une campagne électorale posée, sans mettre le problème de l'immigration en tête de gondole, qui a eu une démarche très constructive pour construire un gouvernement, qui aujourd'hui est un gouvernement normal, là encore. Et avec des défis importants. Alors, ça ne sera pas forcément très facile tous les jours. Ça avec sera pas les facile, Verts, je pense. et surtout les libéraux qui sont quand même très orthodoxes au niveau de l'économie. Donc, on aura probablement des problèmes. Mais voilà, En tout cas, le projet est intéressant, Ziad. Effectivement, quand on fait une distinction... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a fait son discours sur l'Europe hier, il a démarré par une réforme de Schengen, il a démarré par le sujet de l'immigration, y compris quand il a parlé d'Europe. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on parle d'abord climat, on parle transition énergétique, avec des gros budgets d'ailleurs. Hein. Oui, mais les Allemands parlent aussi de réindustrialisation. Ils parlent d'économie. Ils ont donc des ambitions qui sont un peu contradictoires. Ils ont aussi un gouvernement qui effectivement est très séduisant, mais où il y a quand même 3 forces qui ne sont pas forcément raccord sur tous les dossiers. Je pense en particulier au possible débat très animé entre écologistes et libéraux. Donc on voit bien qu'il va falloir tester cette machine, que l'Allemagne, qui est un pays de consensus, a aussi besoin de changements sur un certain nombre de dossiers. L'infrastructure, il y a une véritable discussion sur la relance des investissements. Alors est-ce qu'on peut la faire en étant à dette zéro ou pas dette zéro? Bon, tout ça, on va voir comment ça va se passer. Le point le plus important, c'est que Français et Allemands, au-delà de leurs divergences, et il y en a comme d'habitude un certain nombre, on peut parler du nucléaire. Sur les finances notamment. Ah oui, puis sur le nucléaire. Sur le nucléaire, qui est un point, à mon avis, grande divergence. Sur les finances, qui est un point entre la relance ou la maîtrise. Sur la question de l'immigration, où la perspective est totalement différente. En Allemagne, on est quand même très... il y a une recherche d'émigration choisie, puisque les Allemands savent qu'ils ont un problème démographique à terme et qu'ils ont besoin de gens. Nous, on sait qu'on a un problème démographique, mais on ferme les yeux et on veut barricader. Donc, on va voir comment tout ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un dossier très important qui est celui de l'Europe, il y a un moteur là qui est cohérent. C'est-à-dire, au-delà des divergences, les 2 partenaires sont d'accord sur l'essentiel, qui est que l'Europe doit être une Europe plus forte. Fédérale, je pense que c'est un mot qui ferait bondir les 9/10 de la classe politique française, mais à part Emmanuel Macron, mais en tous les cas, dont les mécanismes intergouvernementaux seraient plus efficaces, dont les mécanismes de subvention, de fonctionnement, de développement de la puissance européenne, ça, c'est très clair. Je pense qu'il y a cette prise de conscience, et comme c'est les 2 acteurs majeurs, c'est très important pour le reste de l'Union. Et ça va avoir un impact aussi, excusez-moi, sur l'Europe de l'Est, parce que cette Europe de l'Est, on n'a pas le temps d'en parler, mais je veux dire, qui est en bordure, de l'esprit commun quand même. Des valeurs communes. Et là aussi, on a entendu Macron et le chancelier répéter que les valeurs communes étaient un point non négociable, très important de l'Union. Voilà, ce serait une Europe des valeurs, hein, c'est ce que vous dites. Et là-dessus, ils sont un peu sur la même longueur d'onde, effectivement, Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Alors, les dessinateurs, comment ont-ils perçu cet Olaf Scholz, ce nouveau chancelier allemand?
il a du souci à se faire parce que on a ce premier dessin du grand dessinateur Heng de Singapour qui est paru dans Le Monde cette semaine. On n'oublie pas Merkel en fait quand on est un dessinateur. Ouais, c'est ça. C'est à croire que le plus gros défi pour Scholz, c'est pas tant de gouverner l'Allemagne que de faire oublier Merkel, quoi. C'est un peu, il est toujours rappelé à cette succession qu'il doit prendre. On a cet autre dessin de Tjeerd de Royaerts des Pays-Bas qui dit plus ou moins la même chose. Hein. C'est une autre image assez équivalente d'une succession. Voilà. Après les pieds, on a les mains hein, dans cette célèbre position de Merkel, mais toujours avec la même disproportion, quoi. Hein, la grandeur de Merkel. Et puis on a ce petit Scholz qui va devoir se frayer un chemin. Et puis un autre dessin pour finir du dessinateur français Piette, que j'aime beaucoup, parce que si vous avez vu le très beau film Goodbye Lénine, Goodbye Lénine, tout de suite, sauf qu'ici c'est pas Goodbye Lénine, c'est Goodbye Muti. Et puis alors on a ces deux personnages qui sortent de l'hôpital. Elle a fait 2 ans de coma lors de la première vague. On ne sait pas comment lui est annoncé. Ben, c'est sûr que se réveiller du coma et s'apercevoir que Merkel est partie entre-temps, ce sera peut-être un peu traumatique pour certains. Mais bon, je vous promets que les prochains dessins mettront quand même Olaf Scholz au cœur des situations. C'était plutôt Goodbye Mouti que Hello Olaf. Hein, un petit mot juste, Britta, tout de même. Oui, mais bon, quand on regarde, j'ai plus des dessins en tête, mais quand on regarde le changement entre Kohl et Merkel, je suis sûre qu'il y avait la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui est resté, Kohl est resté 16 ans, elle est restée 16 ans. Elle a marqué le pays, l'esprit des gens. Et puis c'est vrai qu'on était dans ces cérémonies d'adieu. Et c'est normal aussi que on est encore dans la période de transition et ces dessins en témoignent. Et puis c'était émouvant, c'est vrai, l'adieu au Bundestag, standing ovation. Oui, c'était très émouvant. Et c'est bon, comme à chaque fois, quand une ère prend sa fin, c'est à la fois un peu triste et à la fois, les gens, maintenant, je crois, ont envie de voir quelque chose de nouveau sur la scène. De le voir à l'œuvre aussi. Et je crois que Scholz n'est pas du tout du genre à se laisser impressionner par ses dessins ou par le fait qu'il n'est pas encore dessiné de la même taille qu'Angela Merkel sur les dessins. C'est quelqu'un quand même qui reste calme et qui fait son chemin. Ce qu'il a fait dans la campagne, il a commencé très bas. On lui donnait très peu de chance au départ, oui. Et puis finalement, il y est arrivé. Puis il est aux affaires depuis longtemps quand même. Ouais. Hein. C'est pas quelqu'un qui découvre. Hein. Allez, on passe justement à ce sommet virtuel entre Vladimir Poutine et puis Joe Biden, puisqu'en pleine tension aux frontières de l'Ukraine, le président américain et le président russe se sont vus lors d'un sommet virtuel. Cette semaine, le président américain a prévenu Vladimir Poutine que la Russie subirait de fortes sanctions en cas d'escalade en Ukraine. Joe Biden a dit sa profonde préoccupation face à l'augmentation du nombre de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Moscou, de son côté, a demandé à Joe Biden des garanties juridiques, excluant notamment l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Alors, va-t-on vers une désescalade, Ziad ? Je ne sais pas si on va vers une désescalade. On va peut-être vers une glaciation, quelque chose qui se fige un petit peu, parce que les Américains ont fait un message assez fort quand même. Hein. La phrase de Biden était... c'est pas la guerre, mais c'est presque la guerre, en tous les cas, sur le plan économique, l'isolation de la Russie. Enfin, c'était assez brutal. Et en même temps, les Américains sont bien conscients qu'il y a un problème russe avec tous ces États tampons et avec l'Ukraine et avec l'OTAN qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et les Russes sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas obtenir une absolue neutralité de l'Ukraine. Donc c'est très, très compliqué. Et on en parlait d'ailleurs, on en a parlé souvent sur ce plateau. C'est le destin de l'Ukraine, de la Biélorussie et toute cette zone d'États tampons qui sont dans l'orbite russe, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans l'orbite euro-américaine, ou en tous les cas vers ce qu'on appelait l'Ouest à une certaine époque, de vivre ces valeurs-là. Et la force de l'histoire les draine vers nous, mais la réalité stratégique du terrain les immobilise sous les pattes de l'ours. Et donc, il y a forcément une zone de tension permanente. Je ne vois pas pourquoi et comment la Russie renoncerait à neutraliser ces pays, à faire en sorte qu'ils ne soient jamais dans l'OTAN. Et je ne vois pas comment l'histoire reculerait pour faire en sorte que la jeunesse de ces pays ne soit pas de plus en plus attirée, chaque année un peu plus, vers le modèle euro-occidental.
Alain Chalron, c'est vrai que la tension était particulièrement forte, donc il faut expliquer que il y a des troupes russes qui s'amassent tout au long de la frontière ukrainienne. Bon, il y a toujours ce conflit dans le Donbass, un conflit qui a déjà fait 13 000 morts, d'après ce que j'ai lu, donc vraiment tension très forte. Oui, c'est pas une... Alors il y a eu ce sommet qui était censé justement entraîner une sorte de désescalade entre les États-Unis et la Russie. Oui, alors je ne sais pas si c'est quand même pas un petit peu exagéré de dire qu'on était au bord de la guerre, parce que je ne vois pas quand même l'intérêt qu'aurait eu Poutine de déclencher une guerre. Bon, maintenir une tension pour éviter son objectif, c'est éviter que l'Ukraine n'entre dans l'OTAN. Ce qui est dans la constitution ukrainienne d'ailleurs, depuis 2019. L'Ukraine appartient à l'OTAN. C'est dans la Constitution. Dans la Constitution. Oui, j'ai découvert ça. Ça paraît extraordinaire, d'autant plus que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et alors là, effectivement, ça ne doit pas faire plaisir à Vladimir Poutine. Exactement, ça lui plaît pas. Donc, ce qu'il veut, c'est empêcher ça. Il l'empêche en occupant une partie du Donbass, quand même, et puis en maintenant une tension qui impose aux dirigeants ukrainiens de ne faire que ça, répondre à cette tension, donc laisser l'économie, avoir une politique étrangère entièrement tournée vers l'Est. Mais de là à faire la guerre, je ne sais pas, ça ne me paraît pas absolument évident. Alors il faut voir aussi peut-être que Biden avait des intérêts de politique intérieure aussi, à dire qu'il y avait une menace avec les Russes. En ce moment, ça ne va pas très bien pour lui, donc être un petit peu le sauveur de la nation, c'est toujours bien. Rita, alors justement, intéressant aussi sur le Nord Stream, puisque justement, vous êtes allemande, parce qu'on en parle encore dans cette coalition en Allemagne, ce rapport avec Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui risque de changer au sein de cette coalition, puisqu'ils ont l'air plus anti-russes. Alors, est-ce que... Enfin là, il y a deux positions différentes, c'est-à-dire que la SPD, donc Olaf Scholz, maintient la stratégie du dialogue avec la Russie, où il dit que c'est important de parler. Et les Verts sont pour quelque chose de plus dur, de plus décidé. Mais moi, je crois que, comme vous dites, Poutine, il a tout intérêt à maintenir cette tension afin de pouvoir poser ses demandes. Et les Américains ont quand même fait preuve d'avoir l'intérêt de mobiliser les Européens. Ils ont montré... dans le quartier de l'OTAN la semaine dernière, des photos prises par des satellites américains par les services secrets. C'est pas habituel du tout de montrer ce genre de photos même à des partenaires, à des alliés. Photos des troupes russes. Oui, pour leur montrer combien du matériel ainsi que des troupes étaient en place déjà. Pour les mobiliser. Pour les mobiliser. Donc je crois qu'il y a ces deux centres et puis maintenant. J'étais à l'Élysée hier et je crois que c'était Emmanuel Macron qui disait on va être les médiateurs, enfin l'Allemagne et la France. Il a utilisé ce mot et c'était le rôle qu'ils ont déjà eu. Redémarrage donc en fait de l'initiative de Normandie. Mettre en vie à nouveau le format de Normandie. Et ça sera une des premières preuves pour ce nouveau... Enfin, c'est pas le nouveau couple, mais pour ce couple dans une nouvelle constellation avec Olaf Scholz. Et moi, je crois qu'il y a deux maintenant projets dans les mois et semaines à venir. Le premier, c'est comment faire pour bien faire avec l'Ukraine. Et là, ils ont intérêt à démontrer que l'Allemagne et la France est capable de tenir ce rôle des médiateurs. Donc, les deux vont tout faire pour que ça marche, pour qu'il y ait des avances. Et puis, il y a la présidence française du Conseil européen. Et là aussi, comme il y a peu de temps, et les Allemands veulent quand même aussi faire plaisir. Les Allemands veulent quand même faire aussi plaisir à la France et à Emmanuel Macron. Ils vont, à mon avis, faire de la façon pour faire avancer des projets, même si c'est des projets symboliques, qui démontrent que on est capable de faire les choses sur cette voie d'une Europe plus forte et plus souveraine. Les dessins sur justement cette Ukraine et ce sommet Biden-Poutine. Laure. De vous en présenter deux. Ce premier dessin du dessinateur brésilien Amorim sur cette rencontre en visio, donc, sur fond de crise ukrainienne. Vous avez vu les couleurs du dessin. Bonjour l'ambiance, en gros. Et en fait, pour changer un peu, Amorim convoque la partie de ping-pong plutôt que la partie d'échecs, qui est là aussi une image récurrente.
mais c'est pour dire que ça se renvoie quand même drôlement la balle. Et puis, pour finir, cet autre dessin du dessinateur américain Ed Hall, on sent que, en tout cas, les deux prennent vraiment sur eux. Ils se toisent comme ça du regard. Ils font vraiment des efforts pour maintenir un semblant de dialogue et éviter la désescalade à tout prix. Mais enfin, le précipice, on le voit, il est bien là. Hein. Celui-là, il est très parlant. Alors, diplomatie ping-pong, hein, non, Alain de Chalbon, vous ne faisiez pas référence à ça, cette image? Diplomatie ping-pong au moment de Nixon qui se rapprochait de la Chine, non? Oui, bon. c'est plus dramatique que ça, je dirais quand même. Oui, Ziad, un mot. Juste une phrase quand même. Sur deux dossiers très importants, Taïwan et l'Ukraine, les Américains ont envoyé un message très clair. Et je pense qu'il ne faut pas négliger dans la puissance des mots, de ce qui a été dit. Sur Taïwan, il a été dit « nous défendrons Taïwan », ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et sur l'Ukraine, ils ont dit « le prix que vous payerez pour une invasion sera très élevé ». Je pense que ça, c'est très symptomatique de ce qui se passe à Washington, c'est-à-dire de ne pas donner l'impression que cette administration, elle est soft, elle se laisse rouler dans la farine. Donc, il y a une espèce de positionnement comme ça très dur sur des dossiers qui sont des dossiers explosifs. C'est des dossiers qui peuvent dégénérer malgré tout. Et donc, je pense que et on voit bien, on pourrait parler de la Chine aussi, et le boycott des Jeux de Pékin, c'est quelque chose... le boycott diplomatique. Alors justement, on va en parler. La transition est toute faite avec vous, Ziad, pour une deuxième fois, puisque justement, Joe Biden a voulu rassembler les démocraties face à des adversaires autoritaires. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, puisque le président américain a organisé un autre sommet virtuel à Washington pendant 2 jours, autour donc de 3 thèmes: contrer l'autoritarisme, lutter contre la corruption et protéger les droits de l'homme. 110 pays ont été invités, alors pas la Chine, alors que Taïwan est invité. Voilà, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pas la Russie, pas la Turquie non plus, pas la Hongrie, mais la Pologne, oui, a été invitée, ou encore le Pakistan ou le Brésil. Donc c'est aussi, ce sont les démocraties, version bien sûr Joe Biden, qui lui souhaite promouvoir les avantages de la démocratie dans un monde où elle perd du terrain. Il voit dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine un affrontement, bien sûr, entre 2 modèles concurrents. Alors, les ambassadeurs de Russie et de Chine ont dénoncé cette dérive. Alors, ce sommet Biden sur la démocratie, Alain de Chalbron, est-ce que c'est d'abord un choix? D'abord, ce choix des différents pays est tout de même assez étonnant, parce que on peut dire que voilà, la Hongrie n'y est pas, la Pologne y est, il n'y a pas la Turquie, alors que même si Erdogan est au pouvoir, bon, ça reste une démocratie illibérale peut-être, mais bon, voilà, une démocratie libérale. Il y a les Philippines de Duterte. Donc, oui, c'est une conception un peu particulière de la géostratégie, mais pourquoi pas, après tout. On invite la Pologne parce qu'on a peut-être de l'espoir que ça puisse s'arranger, tandis que la Hongrie, on considère que c'est fichu d'avance. Enfin, mais étonnant quand même. Ce que je retiens de ce sommet virtuel, c'est que c'est un bide. En fait, on n'en a pas parlé du tout. Ah mais nous, on a fait toute une émission. Ah, vous avez France 24 est de toute façon la meilleure chaîne de télévision qui soit, mais donc ça ne m'étonne pas. Non, mais sinon, on en a très peu parlé. Est-ce qu'effectivement la politique étrangère doit être menée par les droits de l'homme? Est-ce qu'elle doit être droit de l'homiste ou au contraire real politique? Il y avait quand même ce vrai sujet. Mais pourquoi est-ce que c'est bon, disons, à mes yeux, un relatif échec? C'est parce que c'est une photo, en fait. Cette démocratie, cette coalition des démocraties, c'est une photo qui n'a pas pu se faire à cause du Covid. Donc, évidemment, on n'a pas ce symbole de voir 100 nations ensemble sur la même photo, autour des États-Unis en l'occurrence. Cela dit, l'intention était bonne. On considère que les démocraties sont attaquées en ce moment, attaquées notamment par la Chine qui fait la promotion de son propre système en disant c'est le système le plus efficace, regardez les Indiens. C'est aussi une démocratie, disent-ils. Ils disent que c'est une démocratie, sous prétexte qu'on vote pour le parti unique, mais on vote quand même. Ils disent, voilà, regardez l'Inde à côté de chez nous. Ils sont à peu près aussi nombreux, mais ils sont 10 fois plus pauvres que nous. Pourquoi ? Parce que c'est une démocratie, d'ailleurs, il faut modérer un peu les propos. Mais, voilà, donc on est sous attaque, voilà, pour les Américains. Et donc il y avait une intention louable de faire coalition. Ziad, un mot rapide, justement. Est-ce que la démocratie américaine peut encore faire des émules alors qu'elle est attaquée, elle a des failles, on l'a vu avec l'assaut au Capitole? Que les démocraties soient en danger un peu partout sur tous les continents, c'est très clair. Que les démocraties émergentes soient particulièrement en danger, c'est clair aussi. Mais le problème, moi je ne crois pas du tout à ce sommet, le problème c'est qu'il faut que ceux qui donnent des leçons soient à la hauteur de leurs propres leçons.
on ne peut pas dire que les Américains, sur le plan international, se comportent comme une grande démocratie. Les Américains privilégient leurs intérêts là où ils sont. Et s'il faut s'allier avec des coquins, ils s'allient avec des coquins. S'il faut s'allier avec des démocrates, ils s'allient avec des démocrates. Enfin, c'est surtout leurs intérêts qui priment. Et leur démocratie intérieure est réellement affaiblie. On le voit tous les jours. Le trumpisme, le populisme, la Cour suprême, la guerre culturelle. Difficile. Il faudrait effectivement être exemplaire. C'est ce que vous dites. Et c'est la même chose en Europe. Je veux dire, on donne des leçons, mais nous, Français, avec nos 30% d'intention de vote pour Marine Le Pen et M. Zemmour, c'est pas brillant non plus. Donc, c'est très difficile de donner des leçons au monde, et c'est très difficile aussi de l'utiliser pour dire les Chinois sont les méchants et donc rassemblons-nous. Je veux dire, tout ça me semble un peu très old school à l'américaine, 1960. Alors, les dessinateurs, pas très efficace. Les dessinateurs, justement, old school à l'américaine, comment ont-ils perçu ce sommet ? On a un premier dessin extrêmement bien vu de Patrick Chapat, dessinateur suisse. On voit que l'épisode de Trump, la prise du Capitole, qui est incarné ici par le désormais célèbre Jake Angeli, là, vous voyez, qui rugit. On ne le voit pas pour l'instant, mais... Il viendra, j'espère, très vite, parce que c'est dommage et que j'ai pas les mains, mais vous me faites si... Le voilà. Donc voilà, cet épisode Trump et prise du Capitole, c'est quand même une sacrée ombre au tableau de la démocratie américaine, on l'a dit. Le loup, il est parfois dans la bergerie, en somme, hein, et là, il rugit derrière. Et puis, bon, il faut quand même aussi dire que la démocratie américaine, elle a quand même encore ses garde-fous. Faut quand même le rappeler. Puis alors là, j'ai trouvé un deuxième dessin qui nous vient de Chine. Attention, c'est pas tous les jours qu'on trouve des dessins de presse de Chine, d'un dessinateur qui s'appelle Luo Jie, qui a publié ce dessin dans le China Daily. On l'a dit, la colère de la Chine, de la Russie de ne pas avoir été conviés au sommet. Alors voilà, ce dessin il traduit un peu la perception depuis Pékin. Je traduis dans la première vignette. On voit ce corbeau qui dit au dauphin « Tu ne peux pas voler, donc tu n'es pas un animal ». Et la deuxième vignette, on voit Oncle Sam qui dit à tous les autres « Vous ne reproduisez pas le modèle démocratique américain, donc vous n'êtes pas du tout démocrate ». Voilà un petit peu la façon perception dont chinoise. On perçoit les choses en Chine et puis ailleurs. Bon, ça frôle la propagande, mais enfin quand même. Oui, et puis, pour terminer, ce magnifique dessin très fort et très courageux de Stelina, qui est une jeune dessinatrice taïwanaise, qui dénonce avec, je trouve, beaucoup de subtilité la propagande chinoise et les exactions du régime contre ses opposants. Il y a marqué « Chine, la démocratie qui marche », et puis vous voyez dans l'ombre, on voit les pendus des opposants. Très fort ce dessin. Merci Laure Simoès d'avoir été avec nous. Merci Ziad Lima. Merci à vous Britta Sandberg. Merci Alain Chalvron. Peut-être qu'on se quitte en musique avec le nouveau West Side Story de Spielberg qui reprend donc ce grand chef-d'œuvre. Merci de nous avoir suivis. Are you ready? Tonight is about family.